candidat et donc sa suppléante pour les élections législatives du 11 et 18 juin prochain. On voudrait vous dire un grand merci à toutes et tous d'être présents avec nous ce soir. Un merci particulier aussi pour tous les élus municipaux qui sont là, à la fois de Bagnolet, et je sais que monsieur le maire Tony Di Martino va nous rejoindre bientôt, et de Montreuil. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Choukri Yoniz, présidente du groupe socialiste et citoyen à la mairie de Montreuil. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, bagnoltaises, bagnoltais, montreuilloises et montreuillois, engagés dans diverses activités citoyennes, associatives, sociales, environnementales, habitantes et habitants de tous nos quartiers. Présidente du groupe des élus socialistes et citoyens de Montreuil, il me revient l'honneur ce soir d'ouvrir ce meeting de soutien à Razi Hammadi et sa suppléante Dominique Rouf, nos candidats sur la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. C'est un peu un paradoxe quand on connaît la vie tumultueuse de la gauche montreuilloise et les désaccords qui ont pu s'exprimer parfois entre notre député et la majorité municipale. Mais c'est aussi le signe d'une volonté profonde, je dirais même d'une volonté farouche, de surmonter les tensions d'un moment pour se mettre au service de l'essentiel, la représentation constante des habitantes et des habitants de nos deux villes et des valeurs de la gauche dans un esprit de rassemblement et de loyauté qui manque tant dans notre pays aujourd'hui et dans la gauche en particulier. Ma présence ici ce soir se veut avant tout être un témoignage du beau bilan que tu portes, Razi, depuis 5 ans. Oui, tu as été... Oui, tu as été un député utile à ta circonscription. Quand je dis cela, je ne me réfère pas uniquement aux différents classements dans la presse qui t'ont placé, je crois, en 3e position des députés les plus actifs et les plus influents de la mandature. Je voulais ici revenir sur quelques exemples, pas si connus que cela de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le financement du tramway, le T1, et sur le prolongement de la ligne 11. Beaucoup d'acteurs ont agi et continuent de le faire, et c'est tant mieux pour enfin permettre de désenclaver les Hauts-de-Montreuil. Mais tu es le seul, par ton travail parlementaire, notamment au sein de la Commission des Finances, à avoir obtenu le bouclage du financement de ces 2 projets d'infrastructures lourdes, si longtemps attendus par les habitantes et les habitants de notre territoire. 2 projets qui, à ne pas en douter, vont profondément transformer leur quotidien. Je resterai dans le domaine financier, car l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Dans ce domaine, tu as agi concrètement, tant par les amendements parlementaires que par diverses interventions au niveau des sphères les plus élevées des ministères et des préfectures, pour permettre aux territoires tels que le nôtre de bénéficier de ressources financières supplémentaires. Je pense par exemple aux 30 millions d'euros obtenus pour permettre à notre hôpital intercommunal de perdurer. Mais je pense aussi et surtout aux ressources financières supplémentaires obtenues dans le cadre de la péréquation et de la solidarité entre territoires, qu'il s'agisse de la dotation de solidarité urbaine ou bien du fonds maire bâtisseur. Tu as fait bien plus que beaucoup pour Montreuil. Ces ressources sont venues s'ajouter aux efforts de gestion que, de notre côté, élus municipaux avons dû engager au niveau de notre ville pour nous permettre d'investir, pour préparer l'avenir de notre ville, mais aussi et surtout pour nous permettre de ne pas augmenter les impôts des Montreuilloises et des Montreuillois. Merci à toi, Razi, pour ton action, sans tambour ni trompette, mais particulièrement efficace. Permettez-moi enfin, chers amis, de souligner le rôle important de notre député en matière d'éducation, et notamment d'éducation prioritaire. En la matière, la priorité éducation de la présidence Hollande n'a pas été un vain mot. Mais il n'empêche qu'il a fallu à plusieurs reprises se mobiliser pour obtenir des moyens supplémentaires pour Montreuil et pour Bagnolet. À chaque fois que les enseignants et les parents d'élèves t'ont sollicité, tu as répondu présent, ouvrant les portes de l'académie et celles des ministres quand cela était nécessaire. Il y a eu celles et ceux qui ont joué la carte de l'affrontement
en instrumentalisant la mobilisation légitime des parents, toi, tu as emprunté la voie de la négociation et du dialogue. Tu as su aller argumenter, notamment lors de la redéfinition de la carte de l'éducation prioritaire, pour faire valoir les spécificités et les besoins des écoles de notre territoire, pour obtenir 4 nouveaux réseaux d'éducation prioritaire et un poste de coordinateur. Tu as su aller arracher les meilleurs arbitrages possibles pour ta circonscription en argumentant point par point, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci aussi pour cela, cher Razi. Je veux m'arrêter quelques instants sur cette manière de travailler qui consiste à préférer la négociation aux affrontements, car je crois qu'il s'agit là d'un atout décisif pour la période qui s'ouvre. L'élection de notre nouveau président de la République, Emmanuel Macron, fait reculer la menace immédiate de l'extrême droite, ce qui pesait en fait sur nos institutions. Elle ouvre une période nouvelle pour notre pays, pendant laquelle nos parlementaires devront être à la fois constructifs, lucides et vigilants. Montreuil, ville jeune, ville dynamique, qui, comme vous le vivez toutes et tous, dans votre quotidien vit des mutations accélérées, n'a rien à gagner à devenir rebelle et à vivre refermée sur elle-même en forteresse assiégée. Montreuil n'a pas 5 ans à perdre en rentrant dans une posture idéologique d'opposition frontale. Placée au cœur de la métropole, notre ville a des atouts maîtres à jouer. J'ai foi en notre avenir commun, à celui de notre ville, mais cette foi en l'avenir ne doit pas nous empêcher de rester vigilants et lucides. Par exemple, lorsqu'on nous annonce l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, cette mesure d'exonération, si elle est favorable au pouvoir d'achat des familles, ne doit pas nous faire oublier que la taxe d'habitation est l'une des premières sources de financement du service public local. Je te fais confiance, Razi, fort de l'expérience que tu as acquise par ton engagement et ton travail assidu au sein de la Commission des finances pour veiller aux équilibres de nos finances locales. En faisant le choix de Razi Hammadi pour les scrutins des 11 et 18 juin prochains, nous faisons le choix d'un candidat qui, si vous lui accordez votre confiance, sera un parlementaire attentif à chacune et à chacun. Personnellement, je fais le choix de Razi Hammadi et de Dominique Rouf parce que ma gauche à moi, c'est une gauche qui respecte le suffrage des Français. Je fais le choix de Razi Hammadi et de Dominique Rouf parce que ma gauche à moi, c'est une gauche qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis pour améliorer le sort du plus grand nombre. Je fais le choix de Razi Hammadi et de Dominique Rouf parce que ma gauche à moi, c'est une gauche qui ne veut pas opposer l'idéal et le réel. Je fais le choix de Razi Hammadi et de Dominique Rouf parce que je ne renonce pas à peser sur le cours des choses afin de transformer par étapes le réel. Chers amis, 24 petits jours nous séparent de la fin de la campagne pour le premier tour des élections législatives. Allons au-devant de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour les convaincre de voter avec cœur et raison pour nos candidats et pour la gauche de transformation sociale qu'ils représentent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Choukri, à toi. Et je vais maintenant laisser la parole à Dominique Rouf, suppléante de Razi Hammadi pour les élections législatives qui arrivent. Bonsoir à tous, bonsoir Montreuillois, Bagnoltais. Je suis très émue de me trouver devant vous ce soir. C'est la première fois que j'occupe une telle position. Alors, je m'engage aujourd'hui auprès de Razi Hammadi pour le renouvellement de son mandat de député. Pourquoi? J'ai vu son bilan de député, j'ai vu son action sur le terrain, j'ai vu son action au Parlement, et j'ai confiance en ses convictions, j'ai confiance à son engagement pour le bien public. Je ne suis pas une femme politique professionnelle. Je suis électrice à gauche depuis toujours. Je n'ai jamais été encartée. Je suis membre de ce qu'on dit la société civile. La société civile, là, je suis très contente de s'associer à un député de gauche, d'un grand parti de gauche, qui a une grande histoire. Je suis une citoyenne professionnelle, une citoyenne de l'éducation nationale. J'ai été professeure, j'ai été formatrice, j'ai été chef d'établissement, avec toujours un objectif qui était la réussite de mes élèves, des résultats scolaires, de la préparation des examens, de leur épanouissement personnel, la construction du citoyen.
la préparation de leur vie professionnelle future, etc. C'est-à-dire que j'ai aimé vraiment contribuer au devenir de tous ces élèves, ces enfants que j'ai vus se succéder d'année en année, de 1981 à 2013. C'est beaucoup de jeunes et d'élèves que j'ai vus passer. J'ai commencé en 84, j'ai vu des réformes, j'ai vu des évolutions, des révolutions, des réussites, des difficultés. Le chantier aujourd'hui, et je reprends un petit peu, je rebondis sur ce que disait Choukri, le chantier est toujours ouvert, le chantier de l'éducation est toujours ouvert, tant de difficultés à résoudre, un accompagnement dans les mutations de notre société, dans les complexités de notre société que nous devons mener pour des générations et pour que notre pays soit solide. L'expérience majeure de ma vie professionnelle, c'était l'avant-dernière, c'est quand j'étais principale au Collège Travail à Bagnolet pendant 3 ans. J'ai travaillé avec les parents, les associations, la municipalité. J'avais une équipe formidable au collège, des agents, de professeurs, d'agents. J'ai travaillé avec le Conseil général d'inspection académique. Enfin, c'était complet, c'était riche, c'était passionnant. Et je les croise aujourd'hui, les élèves. Pas plus tard que tout à l'heure, j'en ai vu un là sur la place de la mairie, qui est maintenant en première et qui veut faire une grande école de cinéma. J'étais fière, j'ai senti que mon action vraiment avait été utile. Mon rôle de suppléante auprès de Razia Madi, je veux le jouer vraiment. Je ne suis pas un visage sur une affiche, je suis quelqu'un qui s'engage et qui va travailler aux côtés de Razia Madi et moi, nous formons une équipe. Je ne disparaîtrai pas après les élections, bien au contraire. Si nous sommes élus, quand nous serons élus, je travaillerai principalement sur les questions d'éducation, bien sûr, mais aussi de culture et aussi de développement international, parce que ça me passionne. Si nous sommes élus, quand je serai élu, et ça ne tient qu'à vous, je vous demande de nous faire confiance, de voter les 11 et 18 juin prochains pour Razia Madi et Dominique Rouf. Merci. Merci beaucoup Dominique pour ton énergie et je pense qu'il va en falloir dans cette campagne et je pense que vous êtes tous les deux prêts à la mener et à la gagner et je pense qu'ils vont avoir aussi besoin de vous pour ça. Donc voilà, on compte sur vous et je pense que Razi, tout le monde n'attend plus que toi. La petite Suzanne. Je dis la petite Suzanne parce que je suis quasiment capable de mettre un nom et un prénom sur les plus de 350, voire près de 400 personnes et leurs visages qui sont ici. Je dis cela parce que, après 5 ans d'expérience, je suis convaincu d'une chose, même si des doutes existent toujours, et c'est ça, de considérer qu'on peut toujours s'améliorer, qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il n'y a pas ceux qui ont raison contre les autres, ceux qui ont la vérité révélée et ceux qui ont tort parce qu'on l'a décidé, de considérer qu'on peut toujours s'améliorer. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr et convaincu, c'est qu'on ne fait rien de grand, rien de digne, rien qui puisse convaincre et emporter avec vous ceux qui vous ont fait confiance si vous ne vivez pas parmi eux, s'ils ne peuvent pas constater au quotidien, dans les bons moments, les moments de joie, les célébrations, comme dans les moments les plus difficiles, les inquiétudes, les angoisses, que vous pouvez être à leur côté. Et quand je vois vos visages, quand je vois les histoires
qui nous ont amenés à nous rencontrer ou qui ont été la suite de nos rencontres, c'est la première chose à laquelle je pense. Et quand je vois le visage de cette salle, les différentes générations, les différentes couleurs qui sont synonymes d'autant d'origines qui font la richesse de ce que nous sommes et de ce métissage, et que je vois à quel point cette salle ressemble à ce que nous sommes, Bagnolet et Montreuil, je souhaite que les premiers applaudissements soient dédiés à vous, à votre présence et à votre mobilisation. Je voudrais, avant toute chose, évidemment, remercier les élus de Bagnolet et de Montreuil, et notamment Choukri, présidente du groupe socialiste et citoyen, parce que ce sont des socialistes, mais qui ont aussi décidé de faire de la place pour des gens qui n'avaient jamais été élus, et pour que les jeunes de Montreuil soient en situation de responsabilité. Ce sont eux qui l'ont fait, personne d'autre. Je veux la remercier pour ses mots, je veux la remercier pour son soutien, et je veux la remercier aussi pour ce qu'elle fait au quotidien. Parce que comme elle l'a dit, c'est pas facile de faire le rassemblement. C'est pas facile lorsque vous travaillez de façon acharnée avec l'ensemble de son équipe, au sein d'une municipalité où vous n'êtes pas toujours d'accord avec tout, et que quelquefois on vous croise dans la rue, on vous tape sur l'épaule et on vous dit faudrait un peu plus s'opposer à ça. On vous entend pas assez, vous devriez. Et en même temps, elle est de ces gens dont je fais partie, je crois, en toute humilité, qui considèrent que quelquefois, l'expression des désaccords, s'ils doivent être exprimés, ne doivent l'être que dans les cas ultimes. Parce que lorsque la politique donne le spectacle des combats de coq, de la division, de la polémique perpétuelle, ceux qui payent à la fin, ce sont toujours les concitoyennes et concitoyens. Donc je suis fier, et vous pouvez l'applaudir, de recevoir ce soir des messages de soutien, de soutien et de l'ensemble des élus socialistes et citoyens de la ville de Montreuil. Je remercie aussi les citoyennes et citoyens de Bagnolet, dont un certain nombre sont ici, et leurs élus. Et je leur dis tout de suite, puisque certains ont posé des questions sur les réseaux sociaux, que le meeting de clôture aura lieu à Bagnolet. Je veux remercier Émile Trigot, qui durant ces 5 dernières années m'a accompagné et qui a été ma suppléante dévouée. Remercier aussi Tony Di Martino, j'y reviendrai, qui a hérité d'une situation difficile, horrible, pour tout élu qui doit avoir à diriger une collectivité laissée sans un sou, et c'est un euphémisme. Je veux le remercier, le saluer pour son honnêteté, sa transparence, son engagement, son dévouement, sa volonté de rompre avec les pratiques passées, parce que être maire d'une ville comme celle-ci, vous savez, Churchill disait, si vous voulez de la reconnaissance, ne faites pas de politique, adoptez un chien. Et je crois que quand on est maire de Bagnolet, quand on hérite de la situation dont il a hérité, relever la ville, c'est pas seulement un mandat. C'est un sacerdoce, c'est un engagement, c'est un dévouement. Je veux le remercier, il est là, il vient de nous rejoindre. On peut l'applaudir aussi. Remercier les présidents d'associations, bref, tout le monde. Et évidemment Dominique Rouf, ma suppléante. Vous l'avez entendu, elle est autant une personne qui n'est pas professionnelle de la politique qu'elle est convaincue et convaincante de ce qu'elle a à faire et de ce qu'elle doit faire. Et c'est un honneur pour moi de l'avoir à mes côtés. Alors, elle disait, je suis une citoyenne professionnelle. Peut-être que je commencerai par là. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le pays. Pendant des mois, il y a eu une campagne présidentielle difficile, une campagne présidentielle où nos concitoyennes et nos concitoyens ont clairement exprimé quelque chose qu'il faut savoir entendre. Et je fais partie de ces gens qui considèrent qu'il faut, pas seulement d'ailleurs entendre, mais écouter. Certes, beaucoup
ont voté au premier tour de l'élection présidentielle, dominés par un sentiment qui était le suivant. Quel est le meilleur candidat qui fera barrage à Marine Le Pen? D'autres ont choisi un candidat en se disant « je vote utile à gauche parce que je veux que la gauche soit au second tour, et même si je préfère les idées, les valeurs, l'attitude, les principes, le comportement, ce qu'il trace pour l'avenir, Benoît Hamon, je vais choisir Jean-Luc Mélenchon parce que les sondages disent que... » Donc quelque part, beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, tout en reconnaissant le vote de conviction de ceux qui au premier tour ont voté pour ce qu'ils voulaient, beaucoup des nôtres ont eu quelque part le sentiment de ne pas réellement choisir. Ici, on a fait avec bonheur et plaisir la campagne de Benoît Hamon. Il y a 3 semaines, un mois, il y avait 450 personnes ici même, avec Julia Cagé et Thomas Piketty, qui j'espère un jour sera prix Nobel d'économie, parce qu'il le mérite. On a mené cette campagne avec cœur, avec principe et avec valeur. Et quand bien même certains n'étaient pas d'accord sur tout, on l'a fait. Parce que je crois qu'en politique, il faut aussi de l'éthique et de la cohérence. Et Dominique Rouf, elle nous permet à nous, et vous qui nombreux ici soutenez notre candidature, d'être finalement la seule candidature constituée par un duo qui n'est pas issu de la politique professionnelle, qui est issu de la vie de femmes et de gens qui ont travaillé avant de s'engager politiquement, qui ont travaillé dans la vie, qui ont été engagés. Après ce qui s'est passé dans le pays, je ne comprends pas comment encore à gauche, et y compris dans nos villes, à Bagnolet et Montreuil, on peut encore dire aux gens « je me présente à vous » en ayant constitué une équipe dont les 2 membres n'ont rien fait d'autre dans leur vie que de la politique professionnelle, qui n'ont rien fait d'autre pendant 20 ans et ces 20 dernières années que d'être engagés politiquement ou de vivre grâce à la politique. C'est ce que j'ai aussi voulu, et elle l'a accepté, je l'en remercie, j'en suis fier, voulu que nous puissions incarner aussi dans cette campagne. Il y a 5 ans, lorsque vous m'avez élu député, vous ne pouvez pas imaginer le sentiment de responsabilité, de devoir, le dévouement que j'ai voulu projeter avec l'énergie nécessaire sur le bilan à l'issue de ce mandat que je voulais vous présenter. C'est pas évident. Je suis né à Toulon, pour ceux qui ne me connaissent pas, issu d'un père algérien, d'une mère tunisienne qui ont traversé la Méditerranée sans rien, arrivant avec rien, pour conquérir un destin et en offrir un à leurs enfants. Et il a fallu gravir l'ensemble des échelons de la méritocratie républicaine. Et si j'ai fait dans mon mandat de la priorité l'école, c'est pas simplement un choix politique ou de raison, c'est aussi un choix de cœur. Car je dois tout à ma mère, à mon père et à ma seconde mère, l'école de la République. Je me suis installé à Montreuil 2 ans avant d'être votre député. Je m'y suis installé professionnellement. J'y ai créé des emplois. J'ai essayé de m'y investir en faisant en sorte que on aide, on soutienne la vie culturelle locale. Cette ville m'a adopté, nous a adoptés, ma femme et moi, je la salue, elle est là. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle aussi, elle a beaucoup sacrifié. Non, je sais que tu me fais une moue, voilà, mais je le dis devant tout le monde.
voilà, beaucoup sacrifié ces 5 dernières années, parce que lorsqu'on est engagé, dévoué, et qu'on considère quelquefois qu'il n'y a rien de plus important, eh bien, je m'arrête là. Et ces 5 dernières années, eh bien, je crois être devenu plus expérimenté, j'ai beaucoup appris, vous m'avez beaucoup appris. Je crois que je suis plus fort aussi. Je suis devenu père. Il a fallu aller conquérir cette légitimité. Et surtout, cette cohérence. Mais les premiers actes que j'ai voulu poser lorsque j'ai été élu, votre député, ont été les actes sur lesquels je m'étais engagé devant vous. J'ai été le premier élu de France, avant même que la loi nous y oblige, à rendre mon patrimoine public. C'est allé assez vite, je vous rassure. J'ai été le premier élu à rendre publique ma déclaration d'intérêt. J'ai été le seul élu, d'ailleurs, par la suite, et nous sommes filmés, hein, parce qu'il y en a qui parlent, mais ensuite, dès qu'il s'agit de vérifier les dires, j'ai été le seul élu à respecter le non-cumul des mandats lorsque je m'y suis retrouvé confronté. Le seul. Je l'ai fait parce que je considère que la parole donnée c'est ce qui fait qu'on vous respecte et c'est ce qui fait que votre parole est respectée. Pas simplement vis-à-vis de vous, mais aussi lorsqu'il s'agit d'aller vous défendre. D'aller défendre tel ou tel dossier auprès du préfet. D'aller défendre telle ou telle disposition ou mesure pour nos villes auprès d'un ministre. Aller défendre tel ou tel cas particulier auprès de telle ou telle administration. Derrière vos visages, il y a des vies. Il y a, et permettez-moi à cet instant de saluer et de remercier du plus profond du cœur ceux que vous connaissez vous aussi, qui constituent mon équipe, qui m'ont accompagné ces dernières années. Et on peut les applaudir. Je veux saluer Rémi Charpentier, Erol Yolal, Moveda Abed, et puis ceux qui, depuis plusieurs mois, sont aussi à nos côtés, évidemment, Louis, qui est ici, Sarah, bien d'autres, j'en oublie, mais ceux-là, vous leur avez confié quelquefois par vos témoignages des bouts de vie, quelquefois des difficultés, quelquefois des espoirs, quelquefois de graves difficultés et quelquefois des projets fabuleux. Parce que dans cette salle, lorsque je vois les visages, et que vous sachiez à quoi aussi est confronté un député au quotidien, car des visages que je ne connais pas, eh bien cette équipe, elle a fait quoi, par exemple, concrètement sur le terrain? Elle a ramené des femmes isolées qui étaient bloquées en Syrie ou en Irak. Elle a fait en sorte que nos services consulaires les accueillent en Turquie. Cette même équipe s'est mobilisée avec les services du Quai d'Orsay pour qu'elle soit reçue ici. Nous avons reçu d'ailleurs avec le maire de Bagnolet une famille, mère avec ses 4 enfants. Tout ça, ça a été des mois de travail pour obtenir les visas, les laisser passer. Lorsque je regarde les visages ici, je vois des jeunes bloqués dans leur ascension pour obtenir leur diplôme parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir leur stage. Cette équipe a aussi fait ça. On va parler de politique et de grandes perspectives. Mais on ne peut pas regarder vers les étoiles si on n'a pas bien les pieds sur terre, enracinés dans les problèmes des gens et les opportunités qu'ils peuvent saisir. Quand je vois les visages qu'il y a ici, je pense aussi à ceux qui ne votent pas forcément, mais pour lesquels souvent il nous arrive de faire des grands discours, mais dès que nous sommes confrontés aux actes, quelquefois, la vertu des convictions abandonne la détermination de l'acte, justement. Je pense aux familles roms, qu'il a fallu accompagner, notamment au mois d'août dernier. Je pense à l'ensemble de ces clubs de foot qui ont surgi et qui se sont structurés, enfin, à Montreuil, parce qu'on a su mobiliser l'ensemble de la direction de la Fédération française de football et le comité organisateur de l'Euro 2016 pour qu'on aille récupérer de l'argent, pour les aider. Je pense à ceux qui se battent face au handicap, face aux maladies rares, pour lesquelles il a fallu, là aussi, mobiliser des ressources financières, matérielles, humaines, et qui sont là.
Je pense à ces agents du service public, de l'hôpital de Montreuil, qui en 2012 sont venus me voir en disant « Notre hôpital est en faillite ». Choukri Yonis le rappelait précédemment. 32 millions d'euros, on ne les récupère pas seulement par la force du verbe. Ça a été des heures de travail, des nuits de mobilisation, des mois de négociation. Et ça n'était pas fini il y a 6 mois encore, pour que cet hôpital soit éligible au fonds de soutien de plus de 100 millions d'euros. Parce que c'est un hôpital qui avait été mal géré, qui avait fait des emprunts indexés sur le franc suisse. Mais bon, quand on arrive aux responsabilités, on ne dit pas c'est de la faute des autres. On se bat. Et on s'est battu sur l'ensemble de ces dossiers. Je pense et je vois encore le maire de Bagnolet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous êtes élu député de la nation, que les gens viennent vous voir sur des problèmes concrets, vous leur dites quoi? Vous leur dites ça, c'est pas le travail du député? Allez voir la mairie? Ben vous essayez, avec la mairie, en bonne intelligence, d'essayer de régler le problème. Et si ça se passe pas bien, eh bien vous vous mobilisez. Alors, je parlais du maire de Bagnolet, parce que je vais vous donner 2 exemples. Vous êtes parlementaire, les gens vous voient, vous êtes jeune, vous êtes actif, dynamique, ils disent, c'est sûr, lui, il va pouvoir régler le problème. Alors vous leur expliquez que tout seul, vous ne pouvez pas le régler le problème. Dans la société dans laquelle on vit, où on est ensemble et on est mobilisés ensemble, où on n'y arrive pas. Vous aviez des femmes et des hommes qui, près du square Varlin à Bagnolet, se retrouvaient avec des milliers de vendeurs à la sauvette du jour au lendemain. Tous les week-ends. On a bossé. On a travaillé. On a mobilisé le préfet. On a mobilisé la police d'agglomération. On a essayé d'organiser les gens pour qu'ils se réapproprient leur territoire. La nouvelle municipalité a suivi aussi les préconisations en termes de réaménagement du square et de sécurisation. Nous avons réglé un problème concret. Il apparaît banal par rapport aux grandes difficultés du monde et grandes menaces qui pèsent. Mais si on a une détermination pour régler les petits problèmes, qui sont les grands problèmes de la vie au quotidien des gens, alors on est capable d'admettre qu'on est digne d'aller porter les grands projets à l'échelle de la nation. Le quartier de la Capsulerie, ça fait des années, et on n'en a pas fini. Et là encore, je salue la détermination au point que, et il a bien raison parce qu'il défend l'intérêt de ses concitoyennes et ses concitoyens, qu'il en est venu à hausser le ton avec moi, le maire de Bagnolet, en disant bon, maintenant il faut qu'on réussisse. Ce qui m'a amené moi-même à hausser le ton, il faut qu'on réussisse. C'est aujourd'hui près d'une quinzaine de policiers dédiés à une brigade spéciale de terrain qui est présente du matin au soir sur ce quartier. Nous y étions vendredi dernier. Les mères de famille nous regardent avec des larmes dans les yeux et disent merci. C'est pas fini. Le combat doit continuer. Ce sont là quelques exemples concrets de ce que l'on peut faire ensemble. Mais alors, vous allez dire, mais ça, c'est pas le travail d'un député. Moi, je viens dans une réunion publique pour savoir si il va me convaincre ou quels sont les arguments qui vont m'amener à les convaincre. Mais c'est tout simplement parce que l'ensemble de ce que nous vivons ensemble, au quotidien, n'a cessé de m'inspirer en tant que député pour porter des amendements, porter des lois, être le rapporteur de lois et inventer des choses dans le Parlement de la Nation en votre nom qui répondent à ces situations particulières. Alors vous allez me dire lesquelles. Cette femme qui est venue dans le cadre d'un regroupement familial, qui est dans mon bureau en larmes, parce qu'une fois qu'elle est arrivée en France, elle s'est retrouvée dans une situation, pour ainsi dire, assez difficile dans le cadre conjugal. Cette femme, qui était dans mon bureau en 2013, elle préférait continuer à subir les coups que quitter le domicile
car cela était synonyme de la perte de carte de séjour. Eh bien, avec la Maison des femmes de Montreuil, on a porté un amendement, on l'a écrit, et il a été voté. Toute femme qui vient en France dans le cadre d'un regroupement familial, qui est victime de violences conjugales, si elle quitte le domicile, elle a d'office sa carte, et elle est protégée par la nation de la République, pour qui le droit des femmes n'est pas négociable, d'où qu'elles viennent, et quelle que soit leur situation administrative. Il y a ces sujets. Je ne sais pas si un jeune homme qui s'appelle Néfi est dans la salle. Qui vient un jour avec cette dame, avec un impayé de loyer immense, qui retrouve du boulot et qui se dit « je veux repartir sur de nouvelles bases ». Parce qu'il faut avoir un peu de technique si on veut travailler efficacement. Parce que moi, je veux bien les grands discours, mais à un moment donné, lorsqu'on rentre dans la vie des gens et qu'on veut régler les problèmes, il faut être à la hauteur et avoir la dignité de s'intéresser techniquement et administrativement à comment on les règle. On saisit la commission de surendettement, on renégocie l'endettement, et puis je me rends compte que finalement, pendant ces années où elle n'a pas payé son loyer, l'APL était suspendue. Parce que pendant des années dans ce pays, lorsque vous vous retrouviez en situation de ne plus payer votre loyer, parce que tout le monde peut rencontrer des difficultés, un divorce, une perte d'emploi, il n'y a pas de honte, eh bien on coupait aussi les APL. Donc on rajoutait de la dette à la dette, de la difficulté à la difficulté, de la misère à la misère, et autant d'obstacles en plus pour se sortir d'une situation inextricable à partir du moment où on avait retrouvé un emploi ou à partir du moment où on voulait s'en sortir. Eh bien, cette situation-là particulière, aussi, elle a donné naissance à un amendement dans la loi de consommation, voté en mars 2014, qui fait qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a un impayé de loyer, l'APL est versée au bailleur et elle ne vient pas nourrir, par son absence, un accroissement débile de la dette. Eh bien ça, c'est avec fierté que votre député l'a écrit, l'a défendu et l'a fait voter, et ça a été nourri par vos difficultés et vos témoignages. Alors, je pourrais continuer comme cela pendant très longtemps. Je pourrais vous parler de ce monsieur de Montreuil, que je ne vais pas citer ici, parce qu'il ne voulait pas que je le cite, qui, membre d'une association de consommateurs, ne comprenait pas pourquoi, dans le pays dans lequel on vit, se séparer d'une assurance devait se faire à l'issue de l'année, alors qu'il avait changé de voiture, alors qu'il n'était pas satisfait de son assurance. Eh bien, ce témoignage-là a amené aussi un amendement qui fait qu'aujourd'hui, si vous pouvez interrompre ou rompre vos abonnements et vos assurances, vous en avez entendu parler, à n'importe quel moment, c'est votre député qui a porté cela et qui l'a fait voter. Je pourrais continuer comme cela longuement sur les écoles, les infrastructures, services publics. Ah tiens, celle-là, je vais vous la citer, elle me fait plaisir. Vous connaissez la Source du Bel Air, qui est un établissement qui a, dans le cadre de la rénovation du Bel Air, été créé. Une rénovation extraordinaire, d'ailleurs, du quartier. Et je salue en cela Dominique Voynet, qui était maire de cette ville, et qui a entamé cette rénovation. Elle est exemplaire, cette rénovation. Et dans ce pays, en fait, quand vous étiez étranger, vous ne pouviez pas être porteur d'un certain nombre de commerces, et notamment le commerce des débits de boissons, par exemple. Eh bien, dans la loi égalité et citoyenneté, ce monsieur qui n'arrivait pas tout de suite à obtenir la nationalité française se retrouvait bloqué dans son commerce. Eh bien, depuis juin dernier, j'ai été le rapporteur général de la loi égalité et citoyenneté. Cette discrimination, parce que c'est une discrimination, a été supprimée. C'est la vie de ce monsieur, c'est son problème concret qui m'a amené
à défendre cet amendement. Alors, vous allez me dire, mais pour maintenant, concrètement, là, ici, déjà il y a l'éducation. Combien de fois j'ai passé une bonne partie de mon mois d'août au rectorat et au ministère de l'Éducation? Ce n'est pas par hasard qu'il y ait eu 13 nouveaux zonages d'éducation prioritaire. Ça veut dire des choses, hein, l'éducation prioritaire. Ça veut dire beaucoup moins d'élèves par classe, ça veut dire des profs plus expérimentés, ça veut dire plus d'argent pour les profs, ça veut dire plus de travail pédagogique, même s'il reste beaucoup à faire. Hein. Mais il y en a eu 13 de nouveaux en Seine-Saint-Denis. 13 depuis 2012. Sur les 13, il y en a 6 dans la circonscription. 6. École primaire, collège. Je passe sur ce qui a été cité derrière, avant, et en 2012, quand j'ai été élu de cette circonscription, en septembre 2012, 17 classes au primaire n'avaient pas pu ouvrir leurs portes, parce qu'il n'y avait pas de prof, en 2012. Depuis 2012, 36 classes ont été créées dans la circonscription. 36. Et, très important, enfin, l'année dernière et cette année, la rentrée, de l'aveu de la FCPE elle-même, s'est faite dans les meilleures conditions qui soient. Il reste encore beaucoup de problèmes. Il y a encore beaucoup de combats à mener. Mais pour être efficace sur le terrain, il faut être efficace à l'Assemblée nationale. Parce que lorsque vous êtes efficace à l'Assemblée nationale, vous êtes respecté par le gouvernement. Et lorsque vous êtes respecté par le gouvernement, je ne dis pas que le gouvernement vous craint, mais le gouvernement dit, celui-là il travaille, celui-là il a des arguments, celui-là il est là jusqu'à 5 h du matin et à 10 h il est dans sa circonscription. Celui-là, son amendement, vaut mieux le considérer sérieusement. Surtout si vous avez, et je le dis en toute humilité, une petite capacité à convaincre dans l'hémicycle. Mais il faut savoir de quoi on parle. Alors vous me dites, et maintenant? Eh bien, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, par exemple, sur les murs à pêche. Et ça, c'est un projet d'avenir. C'est-à-dire, et moi, c'est ma conviction, c'est pour ça que je vous demande de voter pour moi. Et Dominique Rouff. Et c'est pour ça que je vous demande, dans les 24 jours qui viennent, de mobiliser toute votre énergie pour aller convaincre autour de vous. Parce que vous allez voter et vous allez faire gagner, non pas ma personne, mais une conception de la politique qui considère que tout est lié. Votre vie au quotidien, les combats que je mène nationalement. Les combats que je mène nationalement, ils s'inspirent au quotidien de ce que l'on fait sur le terrain. Je suis interpellé par le conseil de quartier et les associations des murs à pêche. Bon, moi, je vais vous dire les choses très simplement. J'ai une fidélité à mon parti, à mes collègues et amis, mais il y a quelque chose qui n'est pas négociable, ce sont mes convictions. Donc, on me dit, il y a un projet immobilier sur les murs à pêche. Moi, ma ligne, c'est pas le rôle d'un député, mais j'ai quand même dit des choses, c'est ma parole. Vous vous rappelez ce qu'on disait sur la parole tout à l'heure? Moi, j'ai toujours dit, sur les murs à pêche, il ne faut pas faire de la politique politicienne, mais soit on met les gens autour d'une table et on discute de ce qu'on en fait, les gens qui connaissent, les gens qui y travaillent, les gens qui y vivent. Ma fille, elle a 1 an, c'est aussi son patrimoine. C'est le patrimoine de vos enfants. Dans toutes les villes, on préserve les espaces verts. On préserve la végétalisation, ou on l'augmente, mais pas le contraire. Alors je sais, et je salue ceux qui ont travaillé honnêtement et sérieusement pour un projet solide et en toute honnêteté sur ce projet d'aménagement immobilier sur les murs à pêche. Mais j'ai toujours défendu l'idée que si on touchait aux murs à pêche, 1, il fallait qu'il y ait une concertation, 2, que ça soit porté sur un projet global, et 3, que cela se fasse dans la transparence. Alors un député, il bosse. Un député, il se renseigne sur les textes de loi.
Un parlementaire, il n'est pas simplement dans l'opposition stérile ou dans une volonté d'instrumentaliser les sujets. Et au niveau local, je choisis mes sujets. J'ai obtenu, enfin, après des mois de travail, ce qui est, enfin, après avoir soulevé bien des éléments juridiques, la réponse des services de l'État. Elle est ici. Je vais mettre la main dessus. Je vais y arriver. Elle dit en substance la chose suivante. Le projet proposé n'est pas aux abords des parcelles patrimoniales, qui sont protégées donc par la loi, mais le projet porté et proposé intègre et encadre 2 parcelles qui sont des parcelles classées patrimoniales. Et donc le projet qui a été déposé nécessite l'autorisation de l'État. Et avant toute proposition et tout aménagement, nécessite que soit réunie la commission départementale du patrimoine. En l'état, juridiquement et administrativement. Car s'il venait à être initié dans le cadre d'une procédure administrative, il serait caduc. Eh bien, un député, ça sert aussi à défendre ça, ce qui vous est le plus cher, votre patrimoine, les espaces, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi à cela qu'on sert. C'est-à-dire être aussi quelquefois un soutien, comme l'a dit Choukri, quelqu'un qui travaille avec les maires, Tony Di Partino, Patrice Bessac, en bonne intelligence, pour l'intérêt de nos concitoyennes et concitoyens, mais qui quelquefois dit « stop, là ça va trop loin, je m'y oppose et je suis un contre-pouvoir ». Votre député est aussi, au niveau local, un contre-pouvoir. Et je pense qu'au regard de la situation de la gauche à Bagnolet et à Montreuil, et surtout à Montreuil, il est bon, sachant que la ville constitue 2/3 de la population, d'avoir plusieurs sensibilités à gauche qui travaillent ensemble et ne pas donner les pleins pouvoirs à une seule sensibilité sur laquelle je reviendrai et que je respecte. Alors évidemment, je demande qu'à ce stade, ce projet soit évidemment abandonné et qu'il soit remis sur le chantier, je pense que Bruno sera d'accord avec moi, sur le chantier de la concertation, de la discussion, de l'échange avec les femmes et les hommes qui font cette ville. Concertation, c'est pas qu'à la veille des élections. Une fois élu, il faut continuer à discuter avec les gens. Parce que sinon, ils ne vous croient plus. Et c'est quand ils ne vous croient plus qu'ils arrêtent de voter. Et c'est quand ils arrêtent de voter que l'extrême droite progresse. Et quand ils sont en colère, ils peuvent eux-mêmes aller vers l'extrême droite. Et donc la parole en politique, elle est très importante. Il y a un autre sujet aussi où j'ai pu constituer un contre-pouvoir. Je ne vais pas revenir dans le détail, vous l'avez dans le bilan de mandat, vous l'avez sur mon site internet, mais ce sont les centaines de milliers, voire 1 million d'euros que je suis allé récupérer en supplément pour nos villes. Je n'ignore rien des difficultés que peut engendrer la baisse des dotations. Je remercie Choukri parce qu'en effet, apporter ce que l'on a apporté par le travail parlementaire, sans rentrer dans le détail, la revalorisation de la dotation de solidarité urbaine, le fonds d'investissement local, le fonds pour les maires bâtisseurs, tout ça c'est pour Montreuil. Et j'en suis content et je salue la décision qui a été prise, tu as raison, de ne pas augmenter les impôts
à Montreuil, parce que si on a pu ne pas augmenter les impôts à Montreuil, c'est aussi parce que vous avez une équipe municipale qui travaille et que vous avez un député qui est capable d'aller chercher de l'argent dans le cadre des lois de finances et pas simplement faire des grandes déclarations, mais être capable de donner 3 semaines, 4 semaines de sa vie en finissant ses soirées à 5 heures du matin pour aller négocier ces amendements qui sont autant de ressources supplémentaires pour votre ville, pour nos enfants, pour notre quotidien. Alors, comme le doute et le scepticisme peut l'emporter dans la période actuelle, tout ce que je viens de dire là était dans une lettre que j'ai écrite au maire de la ville le 30 novembre, noir sur blanc, et qui est évidemment publique sur mon site ou sur les réseaux sociaux, et où je détaille l'ensemble des ressources supplémentaires que nous sommes allés chercher dans l'intérêt de nos villes. Eh bien, justement, tout à l'heure, je parlais des murs à pêche. Eh bien, vous savez, ça va peut-être vous surprendre, mais peut-être un petit point rapidement quand même, avant d'aller vers la conclusion. Beaucoup de gens se disent, mais que va devenir la gauche? Et moi, je voudrais non pas répondre à cette question, mais apporter une part de réponse qui sera la boussole de mon engagement en votre nom si vous décidez à nouveau de nous faire confiance. Moi, je pense qu'il y a la place pour une gauche sérieuse. Une gauche qui a les pieds sur terre, et ce qui ne l'empêche pas d'avoir la tête dans les étoiles. J'ai beaucoup critiqué moi-même le Parti socialiste. Ça m'est arrivé souvent. Devant vous, je m'étais engagé à voter contre le traité budgétaire européen. J'ai fait partie des 11 députés socialistes qui ont voté contre le traité budgétaire européen. Je me suis engagé devant vous à mobiliser toute mon énergie pour le droit de vote des étrangers. J'ai été le député qui a initié cette pétition qui a rassemblé 104 députés socialistes avec pour titre « Le droit de vote des étrangers, c'est maintenant ». Il y a des victoires, il y a des échecs. Je sais que nous ne pouvions pas le faire parce qu'il fallait 3/5 du Parlement. Nous ne les avions pas. Mais on aurait dû au moins essayer de le faire pour dire on a essayé de le faire, on n'a pas réussi, mais on est allé au bout de nos convictions. Mais ce Parti socialiste, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir, il reste le seul parti, le seul, qui a été capable d'emmener la gauche au pouvoir. Il n'y en a pas un autre dans toute l'histoire de la Ve République, avec tous ses défauts. Alors, vous savez, quand Mitterrand passait à la télé, mon père crachait sur l'écran. Je vous rassure, il n'était pas de droite, il adorait Rocard. Mais c'est quand même le seul parti qui a fait ça. Et puis moi aussi, Razia m'a dit, enfant d'immigrés, élu le plus jeune député de la majorité. Le plus jeune. Vous croyez que je suis, avec tout ce que je vous ai dit avant, de ces femmes et de ces hommes qui sont aux côtés des leurs quand ça va bien et qui décident de prendre leur distance quand ça va mal? C'est ce parti qui m'a permis aussi d'être élu, qui a permis à un enfant d'immigré, qui a permis aux plus jeunes députés de la gauche de vous représenter avec dignité, hauteur et responsabilité pendant 5 ans, et je l'en remercie, ce parti. Le seul parti qui a aussi permis, parce qu'il y a les conquêtes sociales dont on parle, et il y a les conquêtes sociales dont on bénéficie. Il y a les grands discours, et il y a les mesures votées. Elle est quand même incroyable, cette gauche qui dit « plus à gauche que moi, tu meurs », et notamment chez Jean-Luc Mélenchon. On l'entend beaucoup depuis des semaines, enfin depuis quelques jours, depuis le second tour, avec une puissance contre le Parti communiste, contre le Parti socialiste, bref, contre tout ce qui est à gauche, alors qu'on ne l'avait pas beaucoup entendu entre les 2 tours de l'élection présidentielle, pour dire clairement, en mettant un nom sur un bulletin de vote, comment il fallait faire pour faire barrage à Marine Le Pen. Il n'y a pas d'issue pour la gauche si elle est divisée.
Elle ne peut pas gagner la gauche si elle est éparpillée. Elle ne peut pas accéder au pouvoir au nom des nôtres si elle est émiettée. Ah, vous allez dire, mais toi, Razi, qu'est-ce que tu as fait pour l'union de la gauche? Il n'y a pas beaucoup de lois durant ces 5 dernières années qui ont été votées par toute la gauche. Toute la gauche, ça veut dire les Verts, le Front de gauche, les radicaux, tous les députés socialistes. Je parle de toutes les gauches. Il n'y en a pas beaucoup des textes qui ont été votés par toutes les gauches. Il y en a même très peu. Il y a peut-être 5 ou 6, grand maximum. Moi, j'ai défendu 3 textes. 3. J'ai été rapporteur général de la loi consommation. Elle a été votée par toute la gauche. J'ai porté une loi qui a mis en place l'action de groupe contre les discriminations. Quelquefois, tout seul, vous êtes discriminé, allez voir un avocat, l'entreprise, elle a des millions d'euros. Combien d'années vous allez passer parce que vous étiez noir, parce que vous étiez en situation de handicap, parce que vous aviez une prétendue religion? Vous avez le SMIC, vous allez embaucher un avocat pour dire que vous êtes victime de discrimination, bien sûr que vous n'allez pas le faire. J'ai créé une disposition que j'ai portée dans une loi qui permet à toutes les personnes qui sont discriminées de porter une seule action ensemble, avec une seule procédure simplifiée. La proposition de loi instaurant une action de groupe contre les discriminations, elle a été votée par toute la gauche. J'ai défendu la loi égalité et citoyenneté. J'ai défendu la loi égalité et citoyenneté, dont j'avais écrit une grande part. Une loi qui a répondu aussi, là encore, à des situations très concrètes. Je vois des habitants de Lannou avec lesquels j'étais en réunion il y a une quinzaine de jours, un dimanche après-midi, justement à la salle Fratellini, et qui me disaient, on a créé des ghettos, ils ont raison. Comment on fait pour casser les ghettos au-delà du discours? Dans la loi égalité et citoyenneté, j'ai porté une mesure nouvelle avec Emmanuelle Cos, la ministre du Logement, qui était avec moi à Lannou d'ailleurs, qui fait que maintenant, dans la loi de la République, on ne peut pas mettre les 25% les plus pauvres des demandeurs de logement dans les quartiers les plus pauvres. C'est-à-dire que vous prenez une liste de 100 personnes, vous prenez les 25 les plus pauvres, les 25 les plus pauvres, on vous interdit d'aller les mettre dans les quartiers les plus pauvres. Cette loi égalité et citoyenneté, elle a été votée par toute la gauche. Dans les actes maintenant. En 2012, j'ai été le seul avant l'élection à exprimer mon soutien au désistement républicain. Dans l'intérêt de la gauche, j'ai rassemblé la gauche. Aux élections municipales, ça n'était pas facile. Et vous savez ce que j'ai vécu, politiquement et personnellement. Mais on se nourrit et on se renforce de ces épreuves et de votre soutien. Mais là encore, je n'ai pas hésité une seule seconde. Cette ville meurtrie par les divisions, les oppositions, les haines, avait besoin à un moment de stabilité. J'ai respecté le non-cumul des mandats, certains me l'ont reproché. Je me suis retiré, certains me l'ont reproché. Et nous avons donné sa chance à l'union de la gauche. Nous l'avons fait aussi en 2014 et en 2015 au cantonal, en retirant nos candidats. Nous avons toujours défendu l'union et le rassemblement de la gauche. Et je suis triste de voir le spectacle lamentable qui est actuellement donné dans notre circonscription, notamment par ceux qui devraient être d'accord sur tout entre eux et qui finalement décident, dans nos rues, sur les réseaux sociaux, de se livrer à un spectacle qui n'est pas à la hauteur de la situation. Une extrême droite à plus de 10 millions de voix. Un gouvernement qui est ni de gauche, semble-t-il. J'aurais souhaité que nous puissions nous rassembler. Alors j'ai essayé de chercher les raisons de cette absence de rassemblement. Je pense qu'elle est liée à l'esprit de clique et de clan. Vous savez, je vous disais, la loi égalité et citoyenneté, elle a été votée par toute la gauche.
D'accord? En 2016, alors qu'on est en train de débattre de la loi égalité et citoyenneté, qui sera votée par toute la gauche, l'un de mes concurrents, Georg Schegger, écrit « Loi égalité et citoyenneté, après les mesures Pécresse et son plan soi-disant anti-ghetto, encore un mauvais coup contre le logement social et les locataires. » Donc celui qui est candidat face à moi, il y a quelques mois déjà, disait qu'un texte était de droite, alors même que ce texte, quelques mois après, était voté par toute la gauche. Les gens n'en peuvent plus de cette façon de faire la politique. Ils nous l'ont dit. Ils veulent un renouvellement, pas simplement des têtes, mais de ce qu'il y a dedans. Des postures, des caricatures, des mensonges. Je pense qu'on peut faire de la politique dignement, avec hauteur, avec des convictions, en se mettant autour de la table, en essayant de trouver des solutions. Je ne serai pas un député de l'opposition systématique et aveugle. Je ne serai pas cela. Je ne le serai pas. Je veux être utile. Je veux être utile à mon pays, je veux être utile à Bagnolet, je veux être utile à Montreuil, je veux être utile à notre nation. Mais pour être utile, vous l'aurez compris, vous savez de quel bois je suis fait. Je ne dois pas troquer les convictions que vous considérez comme les plus hautes et celles que je porte en votre nom. Et donc, si je ne serai pas dans une opposition stérile, caricaturale, je n'accepterai pas pour autant la remise en cause de l'impôt sur la fortune pour les plus riches. Je n'accepterai pas pour autant l'augmentation de la CSG pour les petites retraites. Et je n'accepterai pas pour autant non plus l'ensemble des mesures qui remettent en cause ce en quoi je crois, et avant tout, les vertus, les principes et les valeurs de la justice sociale. Donc, avec moi, vous êtes avertis, les choses sont claires, je serai celui que je suis devant vous. Un député bosseur, un député qui travaille, un député qui est efficace, mais un député qui soutiendra aussi un certain nombre de mesures à partir du moment où je pense qu'elles sont bonnes et qu'elles sont dans l'intérêt général, à même d'améliorer nos vies. Ce qui ne m'empêchera pas aussi de prendre des responsabilités sur des sujets lourds, et notamment sur la question environnementale. Un Premier ministre qui est quand même un ancien cadre d'Areva. Je ne crois pas que le nucléaire, ça soit l'avenir. Et donc là aussi, s'il faut mener des combats, je les mènerai. Mais j'ai chevillé au corps la volonté de faire réussir mon pays. Ça n'a pas été facile ces 5 dernières années, parce que quelquefois, il y avait des choses avec lesquelles j'étais en désaccord. Tiens, d'ailleurs, puisque certains se permettent de faire campagne électorale à Bagnolet et Montreuil avec le mensonge, et quelquefois la calomnie, et notamment sur 2 sujets. Je vais vous dire comment rétablir la vérité, et je souhaite que chacun d'entre vous aille partager sa parole, cette parole, auprès du plus grand nombre. On entend certains de mes concurrents qui n'ont pas grand-chose à dire, vous vous en rendrez compte, hein, vous lisez ce qu'ils vous envoient, c'est toujours la même chose. Hein. Pour les gauches, de gauche, nous on est vraiment à la gauche, les autres ils ne sont pas de gauche, et si vous votez pour nous, on sera vraiment de gauche. Bon, on a vu leurs actes locaux. Hein. Razia Madi a voté la loi travail. Ah, c'est quand même extraordinaire. Il paraît que j'ai voté la loi travail. Alors, quand même, la loi travail, je vous rappelle qu'elle a été imposée au Parlement avec le 49.3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vote. En conséquence de quoi, je ne pouvais pas la voter. Mais bon, c'est déjà un argument qui vous amène à éliminer mes concurrents, parce que vous aurez compris qu'ils misent sur votre bêtise. Supposez. Je pense qu'on peut faire campagne en parlant à l'intelligence des gens. J'ai pas pu la voter. Il y a eu un 49.3. Alors vous allez dire, oui, mais t'es gentil, Razi.
On t'entend parler beaucoup à la télé, tu es très présent à l'Assemblée nationale. C'est un peu court de nous dire que il y a eu un 49-3 et que donc tu n'as pas pu voter, donc ils mentent, et ce qui est vrai. Je ne me suis pas arrêté là. Le 27 mai 2016, le journal du dimanche, article publié et modifié à 12h32, vous pouvez le retrouver sur le JDD. Pour Razia Madi, une alternative doit être trouvée, notamment avec 2 points d'arrivée, notamment au travers de l'amendement de Christophe Siruc, qu'il avait formulé le 10 mai, afin de rétablir la hiérarchie des normes, notamment dans l'article 2, celui qui avait été prévu par les commissions paritaires des branches examine avant signature les accords d'entreprise. Une garantie capable de recevoir l'assentiment d'un certain nombre de syndicats aujourd'hui opposés à la loi travail. Donc, je n'ai pas fait que dire « je n'ai pas pu la voter parce qu'il y a eu un 49-3 ». Je vous dis que je me suis aussi battu pour que l'un des articles les plus problématiques de la loi travail, même s'il y a de très bonnes choses dans la loi travail, et notamment le compte personnel d'activité, le compte personnel formation, la généralisation à tous les jeunes de ce pays de la garantie jeune. Et sur l'article 2, faute de consensus, j'ai été de ceux qui l'ont exprimé dans la presse et en public, qui considéraient qu'il fallait revoir la copie. C'est dans le journal. C'est pas dans leur tract, mais c'est dans le journal. La déchéance de nationalité. Sur chacun des grands sujets, parce que certains vous disent, d'ailleurs c'est quand même paradoxal cette campagne électorale à Montreuil et Bagnolet, vous avez des gens qui se présentent en étant déjà élus. Ils votent député. Alors c'est assez paradoxal parce que ces gens ont dans leur programme et dans leur projet l'idée de révoquer les élus. Mais lui, localement, il a fait mieux que ça, il s'est fait élire avant même que les gens aient voté. C'est pas mal. J'avais jamais vu ça, mais comme quoi, qui vivra verra. Là, hier, Razia Madi a voté la déchéance de nationalité. Enfin, je suis désolé, mais la déchéance de nationalité, elle n'a pas été votée. Elle n'a pas été votée. Comment j'aurais pu la voter? Ils disent, oui, mais il a voté la première lecture. Oui, j'ai voté la première lecture. Et c'est le texte de la première lecture qui fait que la droite au Sénat a dit, ben nous, on va s'y opposer alors. Parce que le Parlement a joué son rôle. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce texte? Je vous ai écrit dans toutes vos boîtes aux lettres, comme je le fais chaque année, pour vous dire que je m'opposerai et que je proposerai des alternatives. La déchéance de nationalité, elle existe aujourd'hui dans ce pays depuis 1957. Vous savez comment elle est prononcée? En Conseil des ministres. Conseil des ministres où il y avait un certain nombre de ministres entre 2012 et 2014, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a 6 qui ont été prononcés de déchéance de nationalité. Vous savez comment elles sont prononcées? Sur proposition du ministre de l'Intérieur. À la suite de cela, il n'y a pas de recours. Et c'est possible avant même que le juge prononce une peine. C'est ce qui existe dans le droit français aujourd'hui depuis 1957. Qu'est-ce qu'on a fait en première lecture? Sachant, je vous l'avoue, qu'on savait que la droite dirait, ben dans ce cas-là, on ne marche pas. Et c'est pour ça que la réforme a aussi échoué. On a mis de côté le sujet des binationaux. Laissant ouvert le débat. Et on a fait en sorte qu'à partir de maintenant, c'est le juge, et non pas le ministre, à l'issue de la peine, une fois qu'elle est prononcée, pour les crimes les plus graves contre la nation, qui décide. Et quand c'est un juge, il y a possibilité de recours, le recours que les citoyennes et citoyens n'ont pas aujourd'hui lorsque c'est le ministre. Mais il se balade en ville et non que, comme seul argument, il a voté la déchéance. Honte à eux. Honte à eux. Honte à eux. Je crois que vous méritez mieux. Je crois que vous méritez, dans les 4 semaines qui restent, que l'on mène une campagne digne, une campagne à la hauteur, une campagne qui est digne de nos espoirs, pour une gauche digne de nos espoirs. C'est ça que je veux porter. C'est ça que je veux mener. C'est ça que je veux incarner. Alors, pour finir, parce qu'il fait chaud, et j'ai été déjà trop long, vous avez vu qu'il y a un formidable J9,
garé en face de la municipalité. Ce camion va faire le tour de l'ensemble des quartiers de notre ville, avec une consultation en ligne, à travers une vingtaine de mesures que je souhaite porter en priorité. Ces 20 mesures, je souhaite que vous vous exprimiez dessus, en disant, nous on pense que telle ou telle priorité devrait aller à tel ou tel sujet. Mais, laissez-moi vous dire, et j'en conclurai par là, qu'il y a déjà 2 sujets sur lesquels je souhaite m'engager, mais ce sera à vous de dire si elles sont des priorités ou pas. Tout d'abord, je souhaite porter une proposition de loi qui s'inspire du programme de Mélenchon. Et qu'elle y est au combat que je mène et dont je vous ai parlé concernant les murs à pêche. Ils ont une proposition, je crois que c'est la proposition 43. Non, parce que, vous savez, on entend les gens à la télé dire oui, mais il y a des bonnes idées. C'est pas parce qu'il y a des bonnes idées à droite qu'on ne doit pas les entendre, parce qu'on est de gauche. Bon, des fois, il y a aussi des bonnes idées à gauche. Hein. Et cette proposition 43, elle propose de sanctuariser les espaces agricoles et de préserver la végétation en ville. C'est lié au sujet sur les murs à pêche. Ça, c'est une des premières propositions de loi que je souhaite porter. Il y a une deuxième proposition de loi, mais qui sera un projet de loi porté par le gouvernement, auquel je souhaite beaucoup travailler et contribuer, et qui est porté par Emmanuel Macron, sur la moralisation de la vie politique. Et sur la moralisation de la vie politique, je souhaite travailler, là encore, sur quelque chose qui m'a beaucoup enrichi localement, c'est la moralisation de la vie politique, comme on l'a fait au niveau national, et il reste du travail, mais aussi au niveau local. Au niveau local, je souhaite porter des amendements qui indiquent qu'on rende public le fait qu'un élu vive ou non dans un logement social. Je souhaite qu'on rende public le fait de savoir si oui ou non, dans la même collectivité ou dans le même service, de la même manière qu'on ne doit pas embaucher sa fille ou sa femme lorsqu'on est député, dans la collectivité, on embauche sa femme, sa fille, son cousin ou sa sœur. Je souhaite qu'au niveau local, dans la manière dont on a de faire de la campagne politique et électorale, on puisse aussi changer la manière dont on le fait. Vous avez un candidat à Montreuil qui est candidat depuis 9 mois, le plafond de financement il est de 70 000 €, mais depuis maintenant des mois, les affiches se suivent et se ressemblent, vous avez un tract par semaine, eh bien ça aussi il faut le changer parce qu'il faut respecter la loi, car je soupçonne que la loi là ne soit pas respectée. Et donc je proposerai que le financement des campagnes électorales, à chaque étape, fasse l'objet d'une information à la Commission nationale des comptes de campagne, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes en campagne électorale, vous sortez une affiche, vous envoyez la facture. Vous sortez un tract, vous envoyez la facture. Vous envoyez une lettre avec un timbre, bizarre. Vous envoyez la facture. Vous achetez un J9, vous mettez la facture. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous voyez, je pense qu'être utile, être efficace, c'est aussi d'être en capacité d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Et en plus, je pense qu'il faut qu'on arrive, parce que l'on est, parce que nous sommes, à être collectivement dignes, responsables et à la hauteur. Et donc je n'ai pas de leçons à recevoir. Et défendez-vous, défendez-moi, parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Parce que nous n'avons aucune leçon à recevoir. Aucune. Y compris en termes d'éthique. Je vois certains candidats, notamment qui sont soutenus par l'ancien premier adjoint de Bagnolet, qui fait aujourd'hui quand même l'objet d'une enquête. Mais ça ne gêne personne. Tout va bien. Plus c'est gros et plus ça passe. Si je le dis ce soir, je n'y reviendrai pas. C'est parce que j'appelle toutes et tous, à faire une campagne digne, à être à la hauteur, à être au contact de nos concitoyennes et concitoyens sur des enjeux politiques, sur ce que vous pouvez leur rapporter, sur la façon dont vous pouvez être un plus pour un territoire. Moi, je souhaite, et je m'en arrêterai là, continuer à travailler avec le maire de Bagnolet et de toutes mes forces, continuer à travailler avec le maire de Montreuil. Mais, on ne peut pas non plus continuer sans respecter un certain nombre de règles,
un certain nombre de vérités et de cadres d'éthique. Moi, je suis député de la République. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des banderoles qui disent « l'État nous doit 25 millions d'euros » parce que c'est faux. Donc je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Même si oui, il y a eu des manifestations, mais c'est totalement faux. C'est mentir. Et je ne peux pas me taire sous principe que bon, allez, on se tait, on met ça sous le tapis parce qu'il faut... Je ne peux pas. C'est pas ma nature. Je ne suis pas présenté à vous comme ça. Ça n'est pas ce que je suis. Ça n'est pas ce que je veux porter. Je ne crois pas que c'est ça l'avenir de la politique. Donc, le député que je suis continuera à travailler en exigeant toujours la vérité, en étant à votre service, en voulant reconstruire une gauche nouvelle, une gauche qui rassemble, une gauche qui porte ses convictions, qui se dit les vérités, être utile à l'eau de ville, en conscience, en cohérence. Il nous reste 3 à 4 semaines. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Merci du fond du cœur. Merci. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous m'apportez. Merci pour ce que nous faisons. Merci pour ces 3 semaines qui nous séparent du premier tour. Où dès le premier tour, il faudra massivement mobiliser. Où dès le premier tour, il faudra appeler le plus grand nombre. Où dès le premier tour, il faudra faire en sorte que nous amenions au Parlement à nouveau une gauche digne, à la hauteur de nos espoirs. Merci, merci, merci.